Souriez, vous êtes fichés. C'est dans l'indifférence générale que 3 nouveaux décrets ont été publiés. Décrets qui entendent ficher les Français selon leur opinion politique, philosophique, religieuse ou encore leur appartenance syndicale. Et cela sous couvert de lutte contre le terrorisme. 3 textes qui pourraient changer la donne en matière de renseignement territorial et qui modifient des fichiers déjà existants. Fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique, enquête administrative liée à la sécurité publique. La nature des informations collectées évolue avec une liste bien plus longue qu'avant. Habitudes de vie, déplacements, activités, signes physiques particuliers, éléments patrimoniaux, pratiques sportives, religieuses, éventuels troubles psychologiques et j'en passe. Les photos pourront être enregistrées et la reconnaissance faciale n'est pas exclue. En plus des personnes physiques, ces fichiers pourront désormais concerner des personnes morales, comme par exemple des associations. La Commission nationale de l'informatique et des libertés dénonce des textes qui manquent de clarté. La CNIL pointe également du doigt la collecte de données sur les réseaux sociaux dont la surveillance est désormais actée par les décrets. La Commission estime que les dispositions du projet de décret ne permettent pas une compréhension claire et précise de la nature des données susceptibles d'être enregistrées à ce titre, ni des modalités de cette collecte, pouvant par exemple renvoyer à des réalités différentes selon la politique de confidentialité du réseau concerné. Elle demande à ce que le projet de décret soit précisé en ce sens et considère qu'il devrait également exclure explicitement la possibilité d'une collecte automatisée de ces données. Amnesty France, association de défense des droits humains, va plus loin et dénonce une réelle atteinte à la liberté d'opinion. Les activités politiques, religieuses ou syndicales pouvaient être fichées. Maintenant, seules les opinions suffisent, ainsi que les données de santé révélant une dangerosité particulière. Toute personne morale ou groupement susceptible de prendre part à des activités terroristes ou de porter atteinte aux institutions de la République pourront être fichées. Porter atteinte aux institutions de la République, qu'est-ce que ça veut dire précisément et de qui parle-t-on? De certains manifestants, journalistes, militants associatifs ou encore d'opposants politiques? À quoi vont servir les données collectées et que risquent les fichiers? Des questions qui n'ont pas manqué d'interpeller sur la toile. Partant de ce principe et vu que leurs critères sont méga larges, ils pourront trouver une raison, aussi bidon soit-elle, pour ficher chacun et chacune d'entre nous, à mon sens. Délit d'opinion, le retour. Cela a déjà été fait par le passé par la Stasi, la P27 et la DGSE. Reste à savoir le contenu de ces fameuses fiches. On revient à une époque bien sombre. Une époque qui dénonce depuis plusieurs semaines déjà une loi sécurité globale qualifiée de liberticide par ses détracteurs et qui ne semble visiblement pas être le seul outil de surveillance de masse à vouloir être instauré par le gouvernement. Force est de constater qu'un mouchard peut parfois en cacher un autre. Sur à quoi servent ces 3 fichiers. Je ne sais pas si certaines personnes anciennes ici se souviennent du décret Edwige en 2008. En fait, on a des vieux fichiers du renseignement territorial, les anciens RG. Et en 2008, le gouvernement avait mis en place un décret pour pouvoir ficher les personnes qui menacent la sécurité publique. Tout le monde ne peut pas être fiché. Il faut que les services de renseignement vous considèrent comme une menace potentielle à la sécurité publique. On puisse les ficher en fonction de leur opinion politique. Il y avait aussi l'état de santé, il y avait aussi l'orientation sexuelle. Et donc, c'est un décret qui avait fait une forte polémique à l'époque et qui avait été retiré par le gouvernement, qui avait créé à l'époque le fichier PASP, prévention des atteintes à la sécurité publique, et où on disait en fait on ne va plus ficher l'opinion, on va juste ficher les activités parce que voilà, ce qui nous intéresse, c'est les personnes vraiment dangereuses. 3 ans après, on a créé JPASP, qui est un peu le clone de PASP, mais pour les gendarmes, qui eux aussi avaient des vieux fichiers de renseignement. Et en fait, maintenant, il y a la numérisation. Et donc, ils ont leur propre outil qui s'appelle JPASP. C'est des fichiers sur lesquels on retrouve à chaque fois à peu près 40 000 personnes. Alors, on a assez peu de chiffres.
On a juste deux rapports qui datent de 2018 et qui disent à l'époque, voilà, on a à peu près un peu plus de 40 000 fiches pour chacun des deux fichiers, ce qui est assez conséquent. Voilà. Et ces fichiers visent à concentrer l'ensemble des personnes qui menacent les sécurités publiques. Alors, ce n'est pas des fichiers sur le terreau. Alors là, on a des fichiers de sûreté de l'État qui sont peut-être plus costauds et qui vont plus loin et qui sont aux mains du service de renseignement. Parce que jusqu'ici, par exemple, la DGSI n'avait pas accès à PASP. Donc, c'est vraiment un fichier du renseignement territorial où vous allez retrouver toutes les personnes qui menacent. Donc, c'est les hooligans, les manifestants violents. Donc, on peut penser qu'il y a un certain nombre de gilets jaunes qui sont dans PASP ou dans JPASP. Donc, voilà, c'est quand même des fichiers assez larges, parce que sinon, on n'y retrouverait pas 40 000 personnes. Et les 3 décrets qui sont parus ce week-end, notamment 2 d'entre eux, visent à muscler possibilité les renseignements qu'on va pouvoir rentrer. Donc, effectivement, alors qu'en 2009, on nous avait dit on ne fichera plus les opinions, on fichera juste les activités politiques ou les activités religieuses, on va pouvoir ficher les opinions et les convictions religieuses des personnes, puisque cette garantie a été supprimée dans le décret. De la même façon, on va pouvoir maintenant ficher des choses qui relèvent du secret médical, notamment si la personne a des addictions. Donc ça, c'est dans la partie fragilité, mais aussi dans la partie menace, on a si elle a éventuellement des troubles psychiatriques. Et de la même façon, on a étendu les motifs qui permettent d'être fichés, puisque en cas de menace potentielle, non seulement à la sécurité publique, mais aux institutions de la République, c'est une question assez floue, on va pouvoir vous ficher aussi. Donc, dès qu'on rentre une information, la fiche est repartie pour 10 ans. Donc voilà, on est sur des décrets assez longs sur lesquels on peut revenir. Et c'est des décrets qui sont notamment utilisés, alors qui peuvent être utilisés pour suivre la personne, mais qui peuvent aussi être utilisés au moment des enquêtes administratives. Donc ça, c'est l'objet du 3e fichier. Alors, qu'est-ce qui distingue les activités des opinions? Une activité, c'est quelque chose de matérialisé. Et on met aussi les opinions. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir regarder beaucoup plus qu'auparavant et noter qu'est-ce que la personne met sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, on va pouvoir aussi mettre dans l'éventuellement fichier les pseudonymes de la personne si on les retrouve. Alors, ce n'est pas des fichiers, on ne va pas interroger la personne pour qu'elle nourrisse PASP ou JPASP, c'est des fichiers que les policiers et les gendarmes, des informations qu'ils auront recueillies de leur côté. Donc, par exemple, on ne va pas demander aux médecins, on ne va pas pouvoir demander aux médecins de donner tout le dossier médical de la personne pour savoir si elle a des troubles psychiatriques. Mais si on recueille l'information et on peut la recueillir de plein de façons différentes, on va pouvoir la mettre là-dedans. Pourquoi ce qui n'était pas possible en 2009 et ce qui avait été rejeté à l'époque est possible aujourd'hui? C'est juste parce qu'on a augmenté notre tolérance aux capacités de fichage avec l'argument terroriste, quand bien même, à la base, ce décret ne vise pas les personnes. Les personnes radicalisées ont leur fichier propre et elles ont le FSPRT. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce fichier n'est qu'un fichier par la multitude de fichiers qui permettent de suivre les personnes qui représentent une menace. Et si une personne représente une menace terroriste, elle relève de fichiers de sûreté de l'État qui sont nettement plus secrets, en fait. On n'a pas accès, on ne sait pas ce qu'il y a dans un certain nombre de fichiers, dès lors que ce sont des fichiers terroristes. Mais n'importe qui ne peut pas se retrouver dans un fichier terroriste. On peut penser légitimement que toutes les personnes qui sont autour, par exemple, du CCIF, peuvent être fichées, puisque le CCIF a été dissous, et que ce fichier, et parmi les modifications qui ont été faites, c'est aussi augmenter les liens potentiels entre une personne physique et une personne morale. Donc, voilà. Je pense que ça serait compliqué de mettre certains journalistes qui ont la carte de presse dans le fichier, mais ça s'est déjà vu dans le passé. On a quand même une vieille histoire entre les services de renseignement et le fichage de certains journalistes. Voilà, on n'est pas sur de la préhistoire, on est sur des choses qui se passaient vraiment jusqu'aux années 80, 90. Voilà, il n'y a pas d'exception. C'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on est exclu de fait du fichier. Voilà. Ce décret-là, et la CNIL le dit dans son avis, on va donner à PASP et à JPASP un aspect fichier de sûreté de l'État pour certaines des informations. Mais en fait, tout est mélangé un peu des deux. Et si jamais, par exemple, vous voulez faire un recours contre les informations qui seraient dans ce fichier, vous n'allez pas savoir s'il va falloir aller devant la formation spécialisée du Conseil d'État ou devant le tribunal administratif. Donc, effectivement, on mélange un peu des deux voilà, et on fait de ce fichier qui était à la base pas un fichier terreau, on en fait aussi en partie un fichier terreau, et donc on a un mélange et en fait ce qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire une pollution du droit normal par le droit antiterroriste. Le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu de transparence derrière tout ça. Normalement, vous avez un rapport public annuel sur PASP et JPASP, ce rapport n'a été remis qu'une seule fois en 2018. Là, il passe 3 gros décrets au journal officiel
Il n'y a pas eu une seule communication, il n'y a pas eu non plus une seule annonce. La modification de PASS et GISPASS n'est par exemple pas mentionnée dans le livre blanc de la sécurité, qui est pourtant un épais livre très intéressant, qui a été remis le mois dernier. Mais quand même, pour revenir sur la CNIL, elle considère quand même que ce texte, enfin, en tout cas les décrets, ont vocation à régulariser des pratiques existantes. Ça veut dire que la CNIL avait déjà révélé des fichages qui n'étaient pas forcément tout à fait justifiés. Alors, ça relève qu'il y a… Moi, par exemple, sur le fait que les services de renseignement et de justice ici n'avaient pas accès aux fichiers, je pense qu'ils y avaient accès quand même. Et ce n'est pas illégitime que la DGSI puisse accéder à ce fichier-là. Mais c'est toujours très curieux de lire la CNIL qu'on va régulariser des choses qui n'étaient pas légales et qu'on faisait quand même. Donc, c'est assez inquiétant quand même pour la suite et de savoir quelles autres pratiques illégales on fait. Et voilà, et même la CNIL ne dit pas quelles étaient les pratiques illégales qui sont ainsi régularisées. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une criminalisation des opinions? On va beaucoup plus loin dans les possibilités de dissoudre de ceux qu'on considère comme des ennemis. Alors, c'est toujours problématique dans une démocratie de se dire qu'on peut dissoudre ou aller plus loin sur ses ennemis dès lors qu'ils ne menacent pas forcément la sécurité publique. Voilà. Le gros problème du projet de loi séparatisme, c'est que vous avez une cinquantaine de mesures et le Conseil d'État lui-même dit que ce texte va toucher presque toutes les libertés publiques que l'on connaît. Par ailleurs, c'est un texte qui va modifier la loi de 1881 sur la presse, la loi de 1901 sur les associations, la loi de 1905 sur les cultes et la loi de 1882 sur l'instruction scolaire à domicile. On a là les 4 piliers de la République. Donc, on a un gouvernement qui se juge légitime pour réécrire en grande partie des lois fondatrices de la République. En soi, ça pose problème. N'importe quel officier de la gendarmerie pourra répertorier des informations à caractère personnel de n'importe quel individu, même s'il n'a pas commis d'infraction ou qui n'est pas délinquant, dans un fichier informatisé qui seront mis à disposition du pouvoir politique. On voit bien là la volonté de franchir un cap. En France, bientôt, ça signifie qu'on pourra ficher n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Le décret GenNote. C'est un décret qui est paru tout récemment, le 23 février. L'objectif, tout simplement, il est de dématérialiser la prise de notes par les militaires de la gendarmerie nationale. Il autorise notamment la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de faciliter le recueil et la conservation en vue de leur exploitation dans d'autres traitements de données, notamment par le biais d'un système de pré-renseignement. Les informations collectées par les militaires de la gendarmerie nationale à l'occasion d'actions de prévention, d'investigation, d'intervention nécessaires à l'exercice des missions de police judiciaire et administrative. Ce décret a pour but de modifier la loi de 1978. Il est bien évidemment stipulé qu'il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, l'appartenance syndicale d'un individu ou même son orientation sexuelle. Et aujourd'hui, en fait, c'est très simple. Le décret qu'on nous propose, il va réformer tout ça. Il va faire en sorte que ce qui n'était qu'un cas particulier, c'est-à-dire qu'on pouvait faire fi de cette contrainte dans le cadre d'investigations ou de procédures judiciaires ou même par des officiers de terrain dans le cadre d'observation. Aujourd'hui, le cas particulier va devenir cas d'école, va devenir le quotidien. C'est-à-dire que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on se rend compte que personne ne se pose la question, personne ne remet en question cette légitimité. On peut s'inquiéter des éventuelles dérives d'un tel fichier. On se demande comment est-ce que vont être considérées ces exceptions, dans quel cadre légal, qui aura cette appréciation. On se dit que du coup n'importe quel citoyen pourra y être soumis, pourra se retrouver fiché, qui en aura la connaissance, qui en aura le contrôle, dans quel cadre allons-nous les utiliser. Et cette loi, elle est totalement dans cet esprit de répression préventive, c'est-à-dire qu'on va faire du pré-renseignement sur des gens dont on ne peut pas certifier leur culpabilité ou qui n'ont potentiellement commis aucun délit. Le 31 octobre 2016, notre cher gouvernement a fait passer un décret qui permet de ficher toute la population. Alors, je ne sais pas si vous sentez cette odeur-là, ça pue un peu, ça pue la perte de liberté. C'était dimanche matin, donc pendant le week-end de la Toussaint, quand tout le monde a autre chose à faire que de vérifier ce que nos hommes politiques font, que le gouvernement a décidé de passer un décret. Alors pour ceux qui ne savent pas, un décret c'est un moyen pour que le gouvernement impose un texte de loi sans que le Parlement ait son mot à dire. C'est comme un 49.3, sauf que dans le 49.3, le Parlement peut contester. Alors que là, non, c'est juste un gros ta gueule posé sur la table. On va faire un petit rappel historique pour nous rafraîchir la mémoire. Déjà en 1940, le maréchal Pétain crée un fichier national pour permettre aux policiers de l'État français de mieux contrôler la population, bon, notamment les juifs.
À la Libération, ce fichier il a été détruit parce qu'il était jugé incompatible avec l'idée de démocratie. Ensuite, en 1974, c'est Georges Pompidou qui va tenter le coup, avec le projet Safari. Sauf que des lanceurs d'alerte sont au courant, donnent l'information au monde, qui la divulgue. Du coup, il y a de fortes mobilisations qui poussent le gouvernement à renoncer à ce projet et même à créer, attention écoutez bien, à créer la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Oui, la CNIL. En 2012, c'est la droite avec Nicolas Sarkozy qui se relance dans l'expérience du fichage de masse. Et leur projet, il a un nom super badass cette fois-ci. Non mais je me suis vraiment marré la première fois que je l'ai entendu. Le fichier des gens honnêtes. Non mais quelle connerie! Bien évidemment, il y a des parlementaires qui sont contre ce projet de loi liberticide et qui décident de saisir le Conseil constitutionnel. Et attendez, le plus drôle quand même, c'est que le leader de cette opposition, donc qui refuse qu'on fiche toute la population, c'est Jean-Jacques Urvoas, c'est-à-dire l'actuel ministre de la Justice. C'est-à-dire un des mecs qui a coécrit le décret. Je veux dire, plus hypocrite que ça, tu meurs. Ce décret, il permet de créer une base de données centralisée qui regroupe toutes les informations des passeports et des cartes nationales d'identité. Mais attention, c'est pas seulement votre nom, prénom et la couleur de vos yeux. C'est aussi vos empreintes digitales, votre numéro de téléphone pour pouvoir vous tracer avec le GPS, votre adresse pour pouvoir venir chez vous, votre adresse email. Enfin voilà, en gros, ils ont toutes les informations qu'ils veulent sur vous. Alors la justification du gouvernement, c'est de dire que grâce à la base de données centralisée, on va pouvoir voir plus facilement quelle carte d'identité ou passeport est un faux. Alors là, la CNIL, elle est rapidement intervenue et elle leur a dit vous nous prenez pour des cons, je veux dire, si vous voulez juste faire ça, vous mettez une puce dans chaque papier d'identité et ça me permettra de vérifier rapidement si c'est des vrais ou des faux. Ça me permettrait d'éviter que l'État possède une base de données énorme qu'il peut utiliser comme il veut. Alors parce que non, bien évidemment, cette nouvelle base de données, elle ne sera pas contrôlée par un organe démocratique ou par un organe judiciaire indépendant. Non, non, c'est le gouvernement qui a tout contrôle dessus. Mais non, mais c'est bien, ça aide à combattre le terrorisme. À chaque fois que j'entends cet argument, je réponds par une seule phrase. Une citation de Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit toujours par perdre les deux. Ou alors je pourrais aussi citer le célèbre lanceur d'alerte Edward Snowden. Dire que l'on s'en fiche du droit à la vie privée sous prétexte qu'on n'a rien à cacher, c'est comme déclarer que l'on se fiche du droit à la liberté d'expression sous prétexte qu'on n'a rien à dire. N'oubliez jamais que si vous n'êtes pas un ennemi de l'État aujourd'hui, rien ne vous assure que vous ne le serez pas demain. Voilà, donc quand un gouvernement qui gouverne avec des 49.3 et des décrets, ça veut dire qu'une seule chose, qu'il en a plus rien à battre, mais alors plus rien à battre de la démocratie. Et le pire en plus, c'est que le décret, il est pas bien, c'est un truc super liberticide. Je veux dire, entendez bien, c'est pas genre quelques fichiers S, genre potentiellement dangereux, terroristes, etc. C'est tous les Français qui sont fichés. Et la connerie sur le gâteau empoisonné, c'est que c'est un cadeau formidable pour tous les hackers. Parce que Twitter, là, il y a pas longtemps, ils ont été victimes d'une cyberattaque. Et il y a eu des millions de mots de passe et des millions d'emails que les hackers ont réussi à récupérer. Je veux dire, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu changes ton adresse mail et ton mot de passe pour te protéger un minimum. Mais quand on vole tes empreintes digitales, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu changes tes empreintes digitales? Non, tu peux pas. Avec les empreintes digitales, on peut déjà payer. Dans quelques années, on va pouvoir faire plein de trucs avec les empreintes digitales. C'est l'information qu'il faut absolument pas se faire voler. Mais arrête de tout critiquer, les serveurs sont ultra sécurisés aujourd'hui. Ok, prenons un exemple. 2015 aux États-Unis, il y a un organisme gouvernemental qui fichait sa population. Empreintes digitales, tout le bordel. Ils ont été victimes d'une cyberattaque. Les hackers ont réussi à récupérer 21,5 millions de fichiers. Et parmi ces fichiers, 1,1 million d'empreintes digitales. Donc sérieusement, si les États-Unis en 2015 n'arrivent pas à protéger leur base de données, comment tu veux que la France, dont les ordis de ses fonctionnaires tournent encore sous Windows Vista, protège une base de données de 60 millions de personnes? Ce décret, c'est du délire total, c'est une insulte. Les problèmes de troubles à l'ordre public et les difficultés liées aux manifestations, notamment des Gilets jaunes, il n'y a pas que ça, mais c'est évidemment un des points importants qui a motivé ces décrets. Donc, une possibilité pour un grand nombre de services policiers, gendarmes et administratifs d'avoir accès à ces fichiers-là. Et ça, on le verra peut-être tout à l'heure, mais c'est une évolution importante parce qu'un certain nombre de données étaient déjà fichées par l'État dans le cadre d'autres fichiers, notamment du fameux fichier des renseignements généraux, qui est géré par un décret ancien de 1991, à savoir qu'on va pouvoir maintenant
faire figurer des données sensibles concernant la santé, dans certaines circonstances, concernant les opinions politiques, concernant les orientations idéologiques, religieuses, et même concernant l'orientation sexuelle. Donc ça, ce sont des choses qui pourront être consignées. Est-ce que ces informations sont vraiment nécessaires pour le maintien de l'ordre public, la santé, les opinions politiques, religieuses? Voilà, j'y venais. Il y a une nécessité tout de même que ces données-là soient articulées à une situation de menace pour l'ordre public. Alors, ce n'est plus le terme que l'on retrouve dans ces décrets-là, parce qu'on a évolué de l'ordre public vers les notions de sécurité publique. Il faut que les personnes sur lesquelles le fichier va porter représentent un danger, puissent porter atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'État, c'est le deuxième terme, ou alors, et c'est un des termes qui fait le plus débat, puissent porter atteinte aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire. Des pratiques qui existaient avant soient régularisées. Et ça, c'est tout de même assez inquiétant. Ça donne l'idée que la récolte, parce que c'est quand même le bon terme, de toutes ces informations sensibles, eh bien, était déjà pratiquée avant. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans ce fichier, notamment des RG, mais peut-être dans d'autres types de fichiers. Le monde du renseignement et le monde du droit vis-à-vis des fichiers est un monde qui parfois est assez obscur. Il y a un certain nombre de fichiers sur lesquels on ne sait rien ou quasiment rien parce que les bases légales qui déterminent ce que sont ces fichiers et ce qu'on peut en faire, les décrets en l'occurrence, ne sont pas publiés. Puis on verra aussi, parce que sans doute il va y avoir des actions de contestation de la régularité de ces décrets devant les juridictions administratives, in fine peut-être devant le Conseil d'État, voire même devant des juridictions internationales ensuite, Cour européenne des droits de l'homme ou CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, et on verra dans un premier temps sans doute ce que dit le Conseil d'État. On peut rappeler que le Conseil d'État en mai a annulé un décret qui permettait à la préfecture de police notamment de filmer avec des drones la voie publique, et le Conseil d'État a annulé le décret qui permettait cela. Sur les réseaux sociaux, je vois monter maintenant beaucoup d'antisémitisme, et en effet contre moi en particulier, ça je le vois. Voilà, et on ne peut plus, comme disait Mitterrand, laisser du temps au temps. En clair, le temps de la réflexion. C'est l'immédiateté, c'est la réaction impulsive, c'est des réactions de haine qui défilent sur les réseaux sociaux. Il faut évidemment contrôler tout ça. Il faut casser les réseaux sociaux, il faut démanteler Facebook, Google, enfin surtout Facebook, et qui est un acteur extrêmement dangereux par sa nature, non pas par la volonté de ses dirigeants, et il faut créer les conditions d'une vérification des faits beaucoup plus rapide.